J'ai le plaisir de vous présenter M. Anthony Dufour, qui a été accueilli au sein de notre compagnie le 20 mai 2021. Il est chargé de recherche au laboratoire Réaction et Génie des procédés, unité mixte de recherche du CNRS. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en génie énergétique et environnement en 2003, puis un DEA en sciences et techniques des déchets à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, il obtient un doctorat en génie des procédés à l'Institut national polytechnique de Lorraine en 2007. Ses études et recherches se placent concrètement dans la transition énergétique. Son activité est essentiellement axée sur la valorisation de la biomasse, en particulier sa conversion en vecteurs énergétiques, électricité, hydrogène, méthane, carburant liquide et en molécules d'intérêt industriel. Il est l'auteur ou co-auteur de 68 publications dans des revues internationales, de 13 conférences invitées et de 75 conférences avec actes, et de 17 autres communications et d'un livre en anglais. Directeur de 14 thèses, il a également accueilli 8 postdoctorants. De plus, il assume les fonctions de directeur de la Fédération Guillermo, directeur adjoint de l'Institut Carnot, chairman ou organisateur de plusieurs congrès internationaux sur la pyrolyse, éditeur du Journal of Analytical and Applied Pyrolysis et éditeur associé de Energy and Fuel. Aujourd'hui, Anthony va nous parler de nos forêts, pétrole du passé et du futur. Et c'est un forestier qui l'introduit. Bon, alors, du coup, moi, je vais vous parler un petit peu donc d'historique, pas mal, donc de l'utilisation du bois et comment finalement le bois nous a beaucoup servi d'un point de vue énergétique et aussi pour produire de la chimie. Et puis, j'essaye de tirer des petites conclusions sur comment on pourrait développer dans l'avenir les bioraffineries à partir du bois. Alors, tout d'abord, j'ai tiré cette image du nouveau livre de Jean Covici. Là, je pense que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est très connu, c'est Le Monde sans fin. C'est une BD qui est assez sympa. Et donc, cette image vous montre qu'au tout début, en 1860, en fait, on avait presque que le bois qui était utilisé. Et donc là, c'est la consommation d'énergie par personne. Donc, en 1860, on avait principalement du bois qui était utilisé pour les forges, le chauffage et aussi les machines à vapeur. Ensuite, petit à petit, le bois a été remplacé, mais partiellement par le charbon de terre, c'est le charbon fossile, toujours pour les machines à vapeur, aussi pour la métallurgie et aussi, bien sûr, pour le chauffage. Et pour le gaz de ville et tout ça. Et puis, petit à petit, finalement, quand on avance dans le temps, on se rend compte que notre consommation d'énergie par personne, elle n'a fait que d'augmenter. On n'a jamais substitué, vous voyez, finalement, la part du charbon, la quantité de charbon consommée, elle a même augmenté et on a toujours rajouté des énergies, petit à petit. Bien sûr, du pétrole, du gaz, je ne sais pas si vous voyez bien, mais de l'hydroélectrique et puis enfin du nucléaire et enfin d'autres renouvelables, de l'éolien, du solaire. Donc, pour tout ça, pour arriver, finalement, on a multiplié par 4 notre consommation d'énergie par personne en 150 ans. Et puis, donc, ce que j'aime bien là, c'est que M. Jean Covici, il donne un peu l'image. Donc, en fait, une personne, par rapport à ce que produit une personne en énergie, aujourd'hui, on a besoin de 200 esclaves énergétiques par personne. Donc, en fait, il faut bien sûr aller chercher des ressources et d'autres ressources. Et bien sûr, vous savez très bien que ces ressources pétrole, gaz et charbon entraînent le réchauffement climatique, mais ça, je vais pas trop en parler. Et puis alors, il y a une notion qui est intéressante, c'est une slide qui est tirée de Xavier Desglises, que certains connaissent peut-être. Le bois, finalement, donc, vous voyez que la part du bois a diminué progressivement, mais finalement, le bois énergie est revenu souvent, c'est une énergie de crise. Par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les gazogènes qui nous ont bien dépannés. Et puis là, maintenant aussi, on voit l'intérêt au moins pour le bois énergie qui augmente énormément, et ça d'une manière un petit peu plus durable. Maintenant, c'est plus seulement une crise, on va dire énergétique, c'est aussi grâce au réchauffement climatique. On a un très gros intérêt sur la biomasse depuis 10 ou 20 ans. Donc finalement, ça, c'est Xavier Desglises qui avait fait un parallèle entre les publications bois énergie et puis les crises. Donc, c'est très, très corrélé. Alors, la part du bois, elle a beaucoup baissé.
en fonction du temps, mais n'empêche que pour moi, le bois, ça reste presque la première encore énergie au monde par habitant, pas en termes de quantité, mais par habitant, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays d'Afrique ou des pays en voie de développement qui consomment exclusivement du bois. Donc finalement, il y a presque 3 milliards de personnes qui dépendent encore du bois. Et vous voyez, j'aime beaucoup cette photo. Alors, vous n'avez peut-être pas une très belle image, mais en haut, c'est un petit poêle à bois, c'est peut-être en Inde, qui pollue énormément. Donc, on voit une dame qui souffle sur son poêle à bois. Et puis en bas, c'est un petit poêle à bois qui a été amélioré pour faire chauffer simplement de l'eau. Donc finalement, le bois aussi, c'est ça. Il y a une très gros enjeux pour mieux valoriser le bois et moins polluer, parce que finalement, on va chercher du bois assez loin, on va déforester, et ça, c'est les femmes et les enfants qui le font. Et ça représente presque la moitié de la population. Donc, c'est pas du tout négligeable. Alors là, pour vous dire que vous sentez bien qu'il y a deux contextes très différents. Vous voyez, je mets les pays du Sud, ou plus à vouloir, les pays émergents, dans lesquels on a une déforestation, on a des petits poêles à bois avec un très mauvais rendement. Là, il faut réduire la consommation de bois. Alors que nous, vous voyez, ça c'est une forêt typique de résineux en France. Je vais vous montrer par la suite que notre forêt n'est pas assez bien valorisée. Et une forêt de résineux qui n'est pas très bien valorisée, vous voyez, en fait, dessous, on a très peu de biodiversité. Donc finalement, il faut consommer plus de bois énergie et plus de petits bois pour mieux valoriser notre forêt. Donc, vous avez bien compris qu'il y a deux discours très différents. Okay. Alors, vous voyez ça, donc là, il y a un forestier qui est… vous pouvez m'arrêter si je dis des bêtises, n'hésitez pas, parce que je suis pas spécialiste de forêt, bien sûr. Mais vous voyez, donc, en France, par exemple, dans les forêts de résineux, quand elles sont trop denses, c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, en haut, on coupe, on sélectionne des petits arbres qui sont pas très beaux. Ça peut être, bien sûr, il faut laisser de la biomasse pour le sol. Il faut maintenir un équilibre sur le sol, mais on peut retirer ces petits arbres. Et après quelques années, quand vous avez de la lumière qui arrive au sol, vous avez une augmentation de la biodiversité. Donc là, finalement, le bois énergie et les bois à raffinerie, c'est un bon outil pour améliorer la biodiversité et la santé de nos forêts. Alors, juste, je vous donne quelques chiffres par rapport à la forêt française. Aujourd'hui, on ne récolte que 60 millions de mètres cubes par an, alors que la photosynthèse en produit à peu près 90 millions de mètres cubes. Alors, bien sûr, donc, en fait, il faut toujours penser en termes de production de bois et ne pas raisonner en termes de capital sur pied. Vous comprenez? En fait, il faut toujours déterminer… pour trouver un équilibre sur la forêt, il faut venir récolter que ce que le bois a poussé, que ce que la forêt a donné en un an, pour être à l'équilibre, pour pas déforester. Donc finalement, vous pouvez voir qu'entre 88 et 60 millions de mètres cubes, il reste à peu près 20 millions de mètres cubes, 30 millions de mètres cubes encore à valoriser, sans déforester, en restant à l'équilibre. Après, c'est pas simple que ça, parce que bien sûr, il y a de la photosynthèse, il y a des forêts qui sont trop difficiles à aller chercher. Mais globalement, on estime qu'en France, il y a à peu près 20 millions de mètres cubes supplémentaires. Dans le Grand Est, 2 millions de mètres cubes par an de bois supplémentaires. Et donc, en termes d'emploi, c'est très important, parce qu'on pourrait générer encore beaucoup plus d'emplois en France ou dans le Grand Est. Aujourd'hui, la forêt, elle génère plus d'emplois que le milieu automobile. Et donc, si on valorise encore ces 2 millions de mètres cubes supplémentaires, vous vous rendez compte de tous les emplois qu'on pourrait créer au niveau local. Toujours en maintenant la forêt, on va dire, à l'équilibre. Okay. Alors, je vous montre ce petit schéma là que j'aime bien, c'est très simple, pour vous dire que pour moi, la forêt, bien sûr, c'est une pompe à CO2 de l'atmosphère. On pompe le CO2. Puis en plus, donc, le CO2 va venir se concentrer dans le bois. Et je vais vous montrer par la suite qu'après, on peut encore plus concentrer le CO2 de l'atmosphère dans le bois et même après dans le charbon de bois. Alors bien sûr, on dit souvent que la valorisation du bois quand on brûle le bois, ça n'augmente pas le réchauffement climatique parce que c'est le CO2 que le bois a absorbé, qu'on rejette. Mais c'est pas si simple que ça, bien sûr, parce que si on transporte le bois, si on rejette d'autres polluants, donc c'est un peu trop simpliste. Hein. Donc je vais pas vous parler de tout le bilan, mais donc nous, dans notre laboratoire, on fait les bilans carbone de tout l'ensemble de la filière qu'il faut très bien considérer. Alors, je vous montre le bois, qu'est-ce que c'est finalement. Le bois, c'est un matériau solide dans lequel il y a beaucoup de trous. C'est très poreux. Et si on zoome sur les parois cellulaires, ici, là, donc je vous disais, donc le bois, il transforme le CO2 en des très belles molécules. Et donc, bien sûr, alors il faut d'abord valoriser les arbres, les très beaux arbres en charpente, ça c'est évident. Okay. Mais après, tous les petits bois, encore une fois, on pourrait convertir ces belles molécules pour faire plein de choses pour la chimie. Et puis, bien sûr, en pétrole vert et en énergie.
Alors, le gros souci avec le bois par rapport au pétrole, c'est que c'est un solide, il a une faible densité énergétique, et en plus, dans ces belles molécules-là, vous avez vu auparavant, vous voyez, il y a beaucoup d'oxygène. Alors, par rapport au pétrole, dans le pétrole, il y a presque pas, il y a pas d'oxygène. Donc, finalement, si on veut faire du pétrole à partir du bois, l'idéal, c'est de le transformer en liquide et de lui enlever un petit peu, enfin, et de lui enlever de l'oxygène. Si on veut le mélanger avec du pétrole. Alors là, désolé, c'est un schéma peut-être un peu compliqué, mais je vais vous présenter en fait comment on peut valoriser le bois en énergie, en électricité, en carburant ou en chimie. La première voie, vous voyez ici, voilà. La première voie, bien sûr, c'est la combustion que tout le monde connaît, c'est les machines à vapeur. Avec la combustion, on apporte beaucoup d'air à haute température et on produit de la chaleur et de l'électricité. Une autre voie, c'est la gasification. Donc là, on apporte un petit peu moins d'air, on chauffe toujours le bois à haute température. Ça n'a rien à voir avec le biogaz, hein. C'est pas des bébêtes qui font fermenter le bois. Là, on chauffe toujours à haute température. Et dans ce gaz, on a de l'hydrogène, du monoxyde du carbone. Donc c'est un peu le gaz de ville de l'époque, vous voyez, qu'on produisait à partir des gazogènes du charbon. Et avec ce gaz ici, on peut encore produire de la chaleur, de l'électricité, des biocarburants liquides, du méthane qu'on pourrait injecter sur le réseau de Gaz de France, de Engie, de GRT Gaz, ou de l'hydrogène pur. Et une autre voie, quand je vais vous montrer par la suite, qui a été aussi beaucoup étudiée en France, c'est la pyrolyse. Donc là, c'est aussi la bonne vieille carbonisation. On chauffe à température et en de lever un petit peu, on a très peu d'air. On forme du charbon, du gaz et des qu'on pourra injecter dans la raffinerie. Et la liquéfaction, je ne vous en parle pas, c'est un peu plus exotique. Alors, par rapport à la gasification, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, la gasification a été beaucoup développée dès le début du elle a connu un regain d'intérêt pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait plein de technologies qui étaient développées. Là, j'ai retrouvé à l'école des eaux et forêts à Nancy, dans leur super bibliothèque, des très bons ouvrages qui présentent plein de technologies, dont ce livre de 1940 qui est quand même co-signé par un ministre de l'Agriculture et qui dans sa préface parle vraiment de la très grande crise qu'on a au niveau énergétique en 1940 et de la très grande importance de valoriser nos forêts avec les gazogènes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on envisage par rapport avec les procédés actuels et avec des procédés un peu plus nouveaux? On envisage une situation avec, il y a par exemple le Conseil du pétrole en France, qui a beaucoup étudié Total. Ensuite, le gaz qu'on produit à partir du bois, on pourrait l'injecter dans des gros réacteurs industriels pour faire une synthèse. Et ça, c'est encore des procédés qui étaient inventés dans les années 1920-1930, je pense, surtout en Allemagne. Donc là, le bois en gaz, et ensuite, ce gaz CO-hydrogène, on retransforme en carburant liquide. Sinon, une autre voie possible, on fait une pyrolyse du bois, puis un liquide, cette biohuile, et puis cette biohuile, on pourrait l'injecter dans des raffineries avec du pétrole. Donc là, il faut savoir qu'il y a juste depuis quelques mois, ça se fait à l'échelle industrielle en Suède. Les Suédois, dans une raffinerie actuelle, ils balancent quelques pourcents de jus de bois avec du pétrole pour produire des carburants et de la chimie. Donc ça, c'est vraiment tout frais, on va dire, au niveau industriel. Alors non, je reviens un petit peu encore au passé par rapport notamment à ce qui a été fait sur la valorisation chimique du bois. Au début du XXe siècle, on produisait presque tout à partir du bois, même des médicaments, des arômes, du vinaigre, des alcools. Et à l'époque, on parlait de distillation. Donc il y avait vraiment des centaines de produits. Et alors, par rapport à la pyrolyse, donc comment ça se passe? On chauffe le bois. Et ensuite, ces goudrons qui partent du bois, hein, on les condense et on produit ce jus de bois qui est très riche en plein de molécules chimiques. Donc vous vous souvenez les belles macromolécules que je vous présentais qui étaient dans le bois. Donc en fait, on va les découper avec la chaleur. Et là, ça va donner des plus petites molécules, mais qui ont une très grande diversité chimique. Et donc en France, on avait des vraiment superbes bioraffineries industrielles qui valorisaient toutes ces molécules chimiques. Et en même temps, on produisait du charbon de bois. Alors, pour le barbecue ou pour la cuisson, mais aussi des charbons de bois à haute valeur ajoutée pour la métallurgie, par exemple. Alors, à l'époque, vous voyez, j'ai retrouvé un article de 1940. On disait même donc qu'il y avait certaines bioraffineries
c'est les établissements les plus puissants d'Europe occidentale et c'était pour eux, donc ça c'est un article d'un géographe, c'est une industrie d'élite et du futur. Donc après, ça a périclité, je pense, on va dire à partir des années 70-80. Cette usine, notamment l'usine de Prémery, elle a fermé en 2002 malheureusement, mais elle a fonctionné pendant 120 ans. C'était vraiment une superbe bioraffinerie intégrée au niveau territorial et à partir du bois. Elle a employé entre 300 et 800 personnes pendant 100 ans. Donc, elle a créé énormément de richesses. Et en plus, pour moi, c'était un bel exemple d'unité industrielle parce qu'elle n'était pas trop grande. Elle était quand même assez locale. Elle valorisait du bois à pas plus loin de 50 km de transport. Et puis, c'était un peu une entreprise assez paternaliste qui apportait beaucoup de richesses au niveau local, quoi. C'était pas un grand groupe pétrolier, par exemple. Ouais, c'était resté une entreprise familiale. Et quand c'était racheté par des grands groupes de la chimie, bah après, finalement, ils ont moins investi et on a fermé cette usine. Et aussi, j'ai retrouvé dans les archives de la Nièvre, par exemple, des écrits, vous voyez, de 1939. Et donc, pour moi, en 1939, même dans leur laboratoire de recherche, ils savaient presque plus de choses que nous, maintenant, qu'on peut voir dans des articles scientifiques assez récents. Donc, ça nous amène à être assez humbles parce qu'ils avaient vraiment tout compris. Ils avaient un super laboratoire de recherche à la pointe mondiale. Voilà. Alors maintenant, juste pour vous conclure, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on envisage aussi maintenant? Je vous ai montré la synthèse Fischer-Tropsch à partir de la gasification. Lancer aussi, injecter des biohuiles dans les raffineries actuelles. Mais aussi, on pourrait aller vers un modèle plutôt que j'ai appelé l'ambiote 2.0 là, par rapport à cette usine de la Nièvre, où on prend de la biomasse au niveau territorial, il ne faut pas être transporté à plus de 50 ou 100 km. On valorise cette biomasse dans une bioraffinerie un petit peu intégrée, comme c'était fait dans la Nièvre, dans laquelle on peut produire des biomatériaux, donc pour avoir une haute valeur ajoutée par rapport à la chimie, pour bien valoriser les belles molécules. On pourrait aussi produire de l'hydrogène carboné et en même temps faire un puits de carbone. Vraiment un puits. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la forêt, c'est une pompe à CO2. On concentre le CO2 dans les belles molécules. Mais en plus, après, quand on chauffe le bois, et qu'encore, on a ce charbon de bois. Donc là, le charbon de bois, c'est vraiment c'est très, très concentré en carbone. Et moi, je crois beaucoup plus dans une séquestration du carbone à travers du charbon de bois comme ça, plutôt que d'injecter du CO2 sous terre. C'est pas simple du tout. Et au moins, en fait, on pourrait envisager d'avoir une espèce de stock, une banque de carbone pour nos générations futures. On pourrait avoir des pains de carbone qu'on aurait comme ça, là, dans des carrières comme des carrières de sel d'ici. Qu'on garderait, et ce serait très, très stable dans le temps, et on pourrait revaloriser ce carbone après. Donc ça, c'est une idée un petit peu bizarre que je vous soumets. Après, juste au mot de conclusion, c'est que pour moi, c'est très important de développer des technologies qui plaisent à la société et parce qu'en finalement, on peut avoir la meilleure technologie du monde avec le meilleur rendement possible. Si la société ne l'accepte pas, on pourra jamais la mettre en place. Donc, c'est très important que cette technologie, elle soit bien ancrée au niveau territorial, avec des associations, avec les forestiers, et qu'on fasse intervenir vraiment la société civile. Ça, c'est Jean-Claude André qui m'a sensibilisé à ça beaucoup. Et alors, au guise de conclusion, juste, c'est que pour moi, je pense que c'est très important que notre recherche et notre développement industriel, c'est très important qu'il s'inspire de l'histoire. On a plein de choses à apprendre de vieux travaux qui sont souvent oubliés. Et puis finalement, donc pour revenir à mon titre, c'était la forêt, pétrole du passé ou du futur. Pour moi, c'est plutôt pétrole du passé et du futur, mais bien sûr partiellement. Ça ne sera pas à 100% de nos besoins énergétiques, mais ça pourrait répondre peut-être à 20% de nos besoins. Voilà, merci, c'est tout ce que je vais vous dire. Merci pour cette conférence. J'ai pas vu parler de méthanisation du bois par fermentation, faire du méthane et autres. Je pense que c'est possible. Et peut-être moins énergivore de ce que vous avez présenté. Moi, ma connaissance, le bois, il ne se fermente pas tant que ça. Hein. C'est plutôt les feuilles de salade et tout ça. Quand c'est du bois, vous voyez, le bois, il met très très longtemps pour se pourrir. Donc non, la méthanisation du bois, moi, j'y crois pas trop. Il y a quand même, c'est très très lent. Et puis en fait, d'un point de vue énergétique, non, c'est pas si simple que ça. Donc à ma connaissance, la méthanisation, ça marche très bien plutôt pour des biomasses humides, on dit, vous voyez, pour des lisiers, des trucs comme ça, mais pour le bois, il vaut mieux on va dire une combustion un peu avancée ou une gasification, une pyrolyse. Parce que la méthanisation, je pense que les spécialistes de dégradation du bois dans les sols connaissent mieux que moi, mais c'est très très lent. Il faudrait des réacteurs
immense. Oui, c'est pas énergivore. Ça veut rien dire, énergivore. Je suis désolé. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le rendement énergétique. Si vous avez un réacteur immense qui est à 70 degrés, qui a des pertes thermiques immenses par rapport à un réacteur qui fait comme ça, qui a zéro perte thermique, c'est pas si évident que ça. Vous comprenez ? Énergivore, ça ne veut pas dire grand-chose. Énergivore, c'est le rendement. En fait, il faut calculer des rendements énergétiques. Oui, Jean-Pierre. Je suis étonné. Oui, Jean-Pierre, vas-y. Je suis étonné que l'aspect valorisation microbiologique enzymatique n'apparaisse pas. Oui. Alors, nous, et l'association même chimie et enzymologie. J'en parle parce que j'ai travaillé là-dessus et ça marche très bien. Ouais, alors nous, on a travaillé dessus aussi, je suis d'accord avec vous, mais en fait, sur du bois, vous voyez, les enzymes, elles ne rentrent pas bien dedans. Donc, en fait, moi, je crois beaucoup à la thermochimie. On produit le jus de bois. Et ensuite, les enzymes, elles sont plus sélectives pour des réactions. Parce qu'après, les enzymes, quand vous leur mettez des goudrons et tout ça, elles n'aiment pas trop. Et c'est très, très lent. Et en fait, il faut avoir conscience que la conversion enzymatique du bois, mais c'est des temps. Mais il vous faudrait des réacteurs. Non, mais vous associez la chimie et l'enzymologie. Exactement, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai travaillé, si vous voulez, au départ, à part l'ozonolyse, j'ai travaillé directement sur des lignocelluloses. Et l'ozonolyse des lignocelluloses marche très bien. Et ensuite, vous faites agir les enzymes. Oui, donc en fait, pour moi, nous, on travaille là-dessus. En fait, on convertit le bois, par exemple, en sucre, oui, OK, ou en matière liquide. Et ensuite, après, les enzymes, elles sont très sélectives. Je suis d'accord avec vous. Et là, on peut avoir vraiment de la très belle chimie. Absolument. Ça, je ne pouvais pas en parler. Oui, il me semble qu'il y a un laboratoire à l'ENSTI qui travaille sur la production hydrogène à partir du bois. Oui, j'ai fait ma thèse là-bas. Partie de ma thèse. Oui, je peux témoigner en tant qu'archéologue que le charbon de bois en stockage, ça marche. Parce qu'en fouille, on trouve des charbons de bois qui ont 2000 ans et elles sont absolument intactes. Exactement. Oui, je sais. Nous aussi, on travaille un petit peu dessus. Merci. Jean-Marie. Pour commencer, j'ai été particulièrement intéressé par la conférence. Je voulais t'en remercier, c'était clair et pédagogique. Alors, j'y connais rien, évidemment, sauf un peu pour la construction des réacteurs. Mais tout ceci, ça amène immédiatement à la question, mais pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi ne va-t-on pas plus vite? Et tout ça, ce sont des décisions politiques. Ce n'est pas dans les labos qu'on décide, on a même le savoir, mais pas la décision. Et comment fait-on pour que une belle conférence comme ça soit entendue par le personnel politique et surtout à une époque où le pétrole et le gaz vont devenir horriblement chers? On se dit qu'on pourrait commencer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que malheureusement, par exemple, l'usine de Lambiat dans la Nièvre, elle a fermé. Parce qu'une fois qu'une usine est fermée, en fait, quand on perd le savoir-faire en procédé, il faut souvent à peu près presque 20 ans pour remonter une nouvelle usine. Sauf, bien sûr, si on achète un procédé existant aux Allemands et qu'on le met dans une raffinerie actuelle, là même ça, il faut 5 ans. Donc, en fait, nous on travaille beaucoup avec l'industrie. Donc, en ce moment, ça bouge quand même beaucoup. Mais le danger, c'est que, par exemple, donc il y a deux dangers. Donc, c'est déjà, il ne faut pas fermer ce qu'on sait déjà faire. Il faut vraiment garder ce qu'on sait faire. Et quand les politiques vont investir sur des nouvelles technologies, il faut faire très attention aux effets d'aubaine et d'annonce. Parce que certaines personnes vendent des technologies, mais qu'en fait, au fond, ils ne savent pas forcément faire. Donc, en gros, pour moi, si on veut vraiment revenir à ça, il faudrait refaire un petit Lambiat, réapprendre ce qu'on a fait déjà dans la Nièvre, qui était optimisé pendant 100 ans. On peut modifier un peu ce procédé. Et il faut toujours commencer par un petit peu petit, parce que souvent les industriels, ils veulent créer leur nouvelle usine tout de suite, en 5 ans, sauf qu'ils n'ont pas tout le passif, et ils se plantent. Donc finalement, pour les politiques, moi, je leur conseillerais d'investir progressivement et d'avoir vraiment une vision longue, ça le problème. Il ne faut pas avoir une vision à 5 ans, il faut avoir une vision à 20 ans et avoir des programmes de recherche avec des industriels sur le long terme. Il n'y a qu'un chercheur doué comme toi pour penser que les industriels peuvent avoir une vision à long terme. Exactement. Non, je parlais des politiques. Hein, mais on a aussi perdu le savoir-faire pour les cubes de réacteurs et les soudures sous irradiation. Okay. Mais bon,
Mais par exemple, comme dans le cas de l'Ambiote, c'est un cas pas tout à fait foutu parce que les personnes qui ont développé ça, les derniers ingénieurs, ils ont 70, 75 ans et moi, je parle beaucoup avec eux. Donc, on a retrouvé les plantes, on a retrouvé les choses. Donc, voilà, on pourrait encore réapprendre. Et il y a quand même des industriels, je vois des startups, par exemple, pas forcément en France, malheureusement, mais qui développent des procédés depuis 20 ans. Voilà. Comme l'IFP, l'Institut français du pétrole, ils sont très forts là-dessus. Merci. Là, autre question? Non, on remercie. Merci. D'accord.